Bonjour, bienvenue sur Guerre et Plan. Nous sommes avec Mathieu Saintou, le patron, comment on peut dire ça, patron? Exactement. Quand même, c'est pas péjoratif du tout. Ah, pas du tout. D'Arcane Asylum, éditeur de jeux de rôle qui va nous parler de son actualité, mais avant toute chose, de présenter à nos internautes Arcane Asylum, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Arcane Asylum est une maison d'édition donc spécialisée dans le jeu de rôle, notamment dans la localisation. On fait beaucoup de traductions sur le marché français de jeux internationaux. On existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et voilà, on s'amuse tous les jours à éditer nos jeux sur le marché français et à essayer de proposer les gammes les plus intéressantes et les toutes dernières licences. Alors on va justement parler de ton actualité, mais dans Arcane Asylum, est-ce qu'ils ont une image de marque? Est-ce que quand tu choisis des jeux, par exemple, quand vous choisissez des jeux, si vous êtes plusieurs à participer à cette sélection de jeux à traduire, est-ce que vous avez un fil conducteur, quelque chose, ou c'est coup de cœur J'ai vu que vous avez beaucoup, évidemment, de systèmes qui travaillent avec Modifus, etc. C'est peut-être une mécanique qui te plaît, je sais pas. Alors souvent, on a des concepts un peu de partenariat. On travaille depuis longtemps maintenant avec Free League, qui est un éditeur suédois. Et généralement, comme on aime leur ADN, on aime ce qu'ils proposent comme jeu de rôle, parce que je trouve que c'est assez innovant. C'est souvent des nouveaux systèmes, des nouvelles mécaniques ou des idées originales à gérer. On fait globalement tout leur catalogue de nouveautés. Modifus, c'est pareil, on s'entend très bien avec eux et on a un très bon partenariat sur les dernières nouveautés. Après moi je fonctionne aussi un petit peu sur le coup de cœur. Il y a des jeux que j'avais envie de faire que j'ai fait parce que c'est des jeux qui me touchaient moi ou j'avais envie de faire. Mais souvent ça va être on travaille avec des maisons et on s'occupe de localiser leurs produits. Après il y a un petit peu aussi de coup de chance parce qu'on peut être plusieurs sur des opportunités, donc un petit peu de négociation, etc. pour se présenter. Puis on a eu la chance de monter, de devenir une belle maison d'édition, donc ça facilite un peu plus les choses pour les négociations. Mais globalement, c'est des gros partenariats avec Modifus et Free League qui nous permettent d'avoir un beau catalogue. Ouais, on va en parler d'ailleurs des beaux catalogues parce que ça interpelle Arcane Asylum quand même. Je veux dire, quand on voit les jeux que vous éditez, de suite, ça sonne dans l'oreille comme quelque chose de bien connu. Donc, on a eu Alien, par exemple, on va en parler. Là, maintenant, il y a Fallout, quand même. Exactement, donc, c'est des jeux qui interpellent quand même pas mal. Donc, avec des univers très riches, avec des univers bien connus, qui sont déjà assis, en fait, au niveau des joueurs. Voilà. Donc, parlons d'Alien, par exemple. Alien, quand tu as décidé de faire Alien, tu voyais comment... Est-ce que la gamme est déjà définie avec Free League? Comment ça marche en fait? Alors nous on les a rencontrés il y a quelques années à la Gen Con pour qu'on parle du catalogue et du développement. C'est souvent un peu la grande messe annuelle qui se passe à Indianapolis. Et c'est là où on va... les éditeurs viennent présenter généralement leur catalogue parce que c'est le plus gros salon de jeux spécialisé au monde. Donc les Américains viennent tous, donc tous les éditeurs s'apprêtent à avoir des belles annonces et des grosses nouveautés. Et ils avaient annoncé qu'ils allaient adapter Alien et le patron de Free League, Thomas, m'a pitché sur tout le concept de jouer. Et c'est ça qui m'a vraiment plu parce que la mécanique de jeu, l'univers on le connaît, on imagine bien coincé à bord d'un vaisseau spatial, il y a un mécano, un électricien, un informaticien et deux routiers, et d'un seul coup il y a quelque chose qui commence à s'attaquer au membre d'équipage. Donc le côté huis clos, confiné, tout ça, ça marche hyper bien. Maintenant, c'était comment on le motorise. Comment est-ce qu'on fait une mécanique de jeu qui sert. Alors, Free League en plus, c'est un système maison, le Year Zero Engine. Donc ça on avait déjà une idée du système de motorisation, mais quelle était la règle spéciale qu'ils allaient faire. Et le côté des agendas secrets cachés, des objectifs secrets des joueurs, du niveau de stress qui monte, qui fait qu'à un moment ou à un autre, la moitié des joueurs pètent un câble et se mettent à tirer dans tous les sens, ou se barrent en laissant tous leurs potes derrière. C'est ça qui est génial dans cette mécanique de jeu, c'est ce qui m'a complètement convaincu que ça allait être non seulement un gros jeu, et que ça allait être absolument génial sur la table, quoi. Et c'est le cas en plus, ça a marché très très bien. On a des retours hyper positifs de joueurs qui n'arrivent pas à terminer certains scénarios parce que trop de stress, trop de morts, et qui ont envie de le refaire en fait. Donc ça c'est génial. Parce que moi je concevais Alien, j'adorais, honnêtement j'adorais. Je concevais Alien comme un jeu de rôle avec du one shot. Et puis d'un coup on nous annonce Marines Colonial. On va en parler. Marines Colonial où le côté cinéma est abandonné, est laissé de côté pour des campagnes plus longues. Exactement. Alors comment on peut jouer à Alien où on crève toutes les 5 minutes à des campagnes plus longues? Le gros intérêt en fait de la mécanique, effectivement, comme tu disais, c'est qu'il y a deux systèmes. Il y a un système cinéma qui est le système, on va dire, en huis clos ou sur des scénarios prédéfinis, avec une mécanique bien cadencée.
limitée, et le système open world, parce que c'est le succès du jeu de rôle, c'est de pouvoir jouer sans limite en fait. Si on ne fait que du scénario court, une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, on s'arrête de jouer et c'est pas hyper intéressant. J'ai souvent tendance à dire que c'est presque le loisir le plus rentable, parce qu'on peut acheter un bouquin de base et jouer 20 ans avec. On a tous un Cthulhu, un vieux jeu qui traîne dans un coin auquel on joue toujours depuis 20 ans. Et donc là, effectivement, Marines Coloniaux, c'est le premier qui s'attaque à l'univers dans son intégralité. Donc, parce qu'il y a un vrai univers, les gens d'Alien peuvent ne connaître que les films et ne pas se rendre compte qu'en fait, il y a eu ce qu'on appelle l'univers étendu, un peu comme dans Star Wars, avec des comics, des romans qui vont plonger un petit peu dans les guerres, notamment les guerres de factions en fait, entre les grandes puissances, que ce soit les méga-corporations, les pays, les groupes de mercenaires, etc., qui s'affrontent et qui se battent pour le contrôle des ressources, le capitalisme pur. Et c'est là-dedans que les joueurs peuvent s'engouffrer en fait. C'est cet aspect-là que Free Alien a décidé de suivre. Le côté, alors les Marines Coloniaux sont censés être un peu plus neutres, ils sont censés être des militaires et moins des corpos qui vont bosser que pour eux. Mais je trouve que l'essai bien transformé, la campagne est très intéressante dedans. Il y a quand même une grosse succession de scénarios. On reste sur des thématiques xénomorphesques, de près ou de loin, on va quand même pas retirer les aliens de tout ça, mais là on passe sur l'échelle du dessus. Là on passe avec de la vraie faction qui s'affronte, des secrets de mégacorpos, des laboratoires secrets qui font des recherches dans leur coin. Et ça c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Le fait qu'il y ait un taux de mortalité alien qui soit assez élevé, le fait de jouer en Marines Colonial, ça permet de gommer un peu, parce qu'on est dans une escouade et donc on peut jouer un autre membre de l'escouade. On ne casse pas la mécanique qu'on pourra avoir avec le concept d'investigateur par exemple, et après 6 ans de campagne dans les montagnes hallucinées, un mec qui meurt, c'est compliqué de faire arriver un mec on essaye en Antarctique. Il restait le pilote qui était reparti, mais je veux pas le pilote. On l'a fait plein de fois. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Là, la mécanique, vraiment, ils essaient de dire, bon, vous jouez une escouade, vous avez la possibilité d'avoir du backup, on va dire, et donc ça permet de pallier à la mortalité. Il y avait un peu ça dans le Destructeur des Mondes, où les joueurs forment une escouade avec leur VAB et se déplacent, mais il y a 2-3 PNJ en plus au cas où, et il y a leurs officiers supérieurs, il y a des membres aussi des rebelles sur place. On peut jouer des gens, ça permet de remplacer. Si vraiment les joueurs commencent à avoir un taux de mortalité qui dépasse les 50%, c'est vrai qu'à un moment ou l'autre on tombe à court de PNJ ou de renforts, et donc il faut trouver des petites solutions. Mais là l'aspect c'est vraiment plutôt travailler ça, c'est de la guerre de faction avec des Marines au milieu de tout ça qui vont commencer à découvrir les secrets inavouables de chacun. Moi j'ai découvert l'univers étendu, je connaissais les films. Les films et puis les films. et en fait j'ai découvert grâce à Alien, déjà rien que quand on prend la boîte de découverte, rien que ça, déjà on en apprend plein sur rien que la boîte d'initiation. Ensuite après quand on prend le bouquin, on en apprend, on peut tirer ses persos et tout, c'est différent, mais on apprend énormément de choses sur Alien, donc il est là, il vient d'arriver. Il est tout frais, il sort samedi en magasin. Il doit briller un peu parce qu'il a encore le cellophane, voilà. Donc il n'y a pas que Alien dans l'actualité Arcane Asylum, tu vas nous parler. Alors tu es venu avec quoi ici? Alors là on a les derniers produits qui sont sortis, donc on a Gen Lab Alpha qui est le deuxième supplément indépendant de la gamme Mutant Année Zéro, qui vient aussi de Free League. Donc c'est le supplément où on peut jouer cette fois des animaux mutants et pas des insectes mutants. Comme pour le premier, c'est un ouvrage complet qui permet de démarrer, et c'est aussi une extension au livre de base. Donc il y a les règles de base pour pouvoir jouer, mais en même temps l'univers s'étend petit à petit dans cet univers de mutants. Celui-là est sorti il y a quelques semaines, mais ça reste d'actualité chaude. On a le livre des contes pour The Witcher, donc c'est le premier recueil de scénario qui est arrivé aussi. Colonial Marines qui sort, on est quel jour là, jeudi, qui sort dans 2 jours normalement officiellement en magasin. Et surtout on a en exclusivité pour le Fige notre prochain bébé. Ça, on est chez Modifus. On a Fallout, le jeu de rôle officiel qui a tiré l'univers de Bethesda, qui lui sort le 11 mars, je crois. Et on a 100 copies ou 150 copies exclusivement pour le fiche qu'on a réussi à détourner de chez l'imprimeur. Donc ça, c'est le nouveau bébé. J'en suis très content. Ce Fallout, il se place dans quel moment de l'univers des jeux vidéo en fait? On est plus proche de Fallout 4 en termes d'univers. D'accord. C'est ce que va décrire la description de l'univers de base, on est plutôt là-dessus. L'avantage, c'est qu'en fait,
comme il y a une mécanique bien rodée, on a toujours les perks, on a toujours les mêmes créatures. L'adaptation à d'autres settings, New Vegas par exemple ou autres, c'est relativement facile. D'accord. Donc c'est même encouragé dans le bouquin d'aller créer son espace si les gens veulent pas jouer dans le côté de Boston et plutôt aller en Floride par exemple pour voir à quoi ressemblera un abri dans le bayou. Voilà. Et je pense qu'après la gamme elle-même s'étendra pour aller explorer d'autres zones des États-Unis. Donc mais pour l'instant le setting on va dire, qui se rapproche le plus, ça sera Fallout 4. D'accord. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent le jeu. Alors pour ceux des internautes qui regardent là en direct ou qui vont voir la vidéo plus tard, sortirait d'un imprimante nucléaire maintenant justement, Fallout c'est quoi? Alors Fallout c'est un jeu post-apo, donc on est dans un univers avec une saveur un peu années 60, un peu rétro, une société Voltec sentant que l'apocalypse nucléaire allait bientôt arriver, comme c'était le cas dans les années 60 justement, a créé des abris souterrains pour protéger la population. L'apocalypse est survenu, parce que l'humain étant ce qu'il est, l'actualité en est encore la preuve ce matin. L'actualité, voilà, malheureusement. Les abris ont donc servi. Une partie de la population s'est réfugiée dans ces abris. C'est la thématique du jeu vidéo. En fait, on joue un survivant d'abri qui sort et qui voit le monde quelques années plus tard, qui découvre un univers dévasté où la civilisation a perduré quand même. Donc on a des villes qui continuent à subsister tant bien que mal. Donc c'est très post-nucléaire. Mais on a aussi d'autres civilisations qui commencent à pousser. Il y a les mutants qui ont commencé à créer leur propre société, les ghouls, et il y a différentes factions secrètes, le Rail, la confrérie de l'acier et l'Institut, voilà, qui sont d'autres factions qui essayent soit de survivre, soit de remettre en état un semblant d'organisation presque étatique, on va dire, ou de remettre quelque chose en forme, quoi, au lieu de faire juste de la subsistance. Et au milieu de tout ça, toi tu sors de ton abri avec ta petite tenue voilà, toute neuve et tu essaies de ne pas mourir dans les premières minutes dévoré par un mutant, une ghoul, un monstre. D'accord. Voilà. Donc tu es survivant qui sort de l'abri. Tu n'es pas un personnage tu peux quand même. Toi tu peux créer soit un survivant des terres désolées, donc un mec qui était déjà là et qui n'avait pas la place dans son abri, lui pour le coup. On peut même jouer un mutant, on peut même jouer un robot, un Mr. Handy, qui traînait dans son Wisteria Lane en attendant voilà, exactement. Ou un survivant d'abri. Moi j'adore le concept du survivant d'abri parce que l'image pour le MJ c'est hyper simple parce qu'on peut tout décrire et le joueur et à ce côté très novice, il va tout découvrir. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant aussi de jouer juste des survivants qui ont vécu tout l'apocalypse et qui voilà, commence en étant dans un petit village, qui a réussi à survivre, qui peut avoir un problème ou pas. Moi je repense aux adorateurs de l'atome là, qui étaient dans ce village avec une bombe atomique au milieu. Bon voilà, ça marche bien aussi visuellement. Mais j'avoue que moi mon cœur c'est vraiment l'équipe de 3 qui sort de son abri, la porte exactement, pyjama bleu en disant on nous a dit que le monde serait magnifique. Et là il y a un énorme des rats de cafard géants qui passent. C'est marrant, les vaches elles ont 2 têtes, on n'avait pas ça nous avant. Et je trouve que ça marche bien. C'est très drôle. C'est vrai que ça peut créer une ambiance au film qui est vachement géniale. Il y a ça, et puis eux ils sortent, si les joueurs sont dedans, ils sont toujours dans cette ambiance un peu années 60. On paye avec des bouquets, des capsules de Coca-Cola. Exactement. Ça, alors là, on a c'est rigolo avec Modifus, ils ont produit des vrais Nuka-Cola Cups. Donc nous on propose, c'est pas utile dans le jeu, ça permet de motoriser les points, de la mécanique, mais bon, voilà, comme c'est pas utile. Exactement, voilà. Mais donc comme c'est pas utile, c'est absolument indispensable parce qu'on veut tous les capsules. Et Modifus les a fait produire dans une vraie usine de bière. Ah d'accord. C'est une vraie brasserie qui fait, c'est des vraies capsules de bière exactement. Après ils ont utilisé un tambour pour les user, etc. Mais moi j'adore, il faut que je leur demande à Modifus quelle usine et tout, qu'on aille faire un petit post. J'ai trouvé ça sympa. Il faut même voir s'ils peuvent pas nous faire des petites, des vrais Nuka-Cola. Moi, ce que je trouve marrant dans Fallout, j'ai l'impression qu'il y a une boucle qui est bouclée parce que les plus anciens d'entre nous se souviennent que Fallout c'est GURPS. Le 1 c'est GURPS. C'est un jeu de rôle, ils en ont fait un jeu de vidéo et puis finalement on revient. Même s'il y a eu un autre jeu de rôle qui s'appelait Fallout RPG, je crois, qui était sorti il y a quelques temps. Il n'y a pas eu de jeu officiel. Il y a des jeux comme Dune, il y avait eu quelques. Alors le jeu de figurines c'est un peu différent. En fait, Modifus travaille depuis longtemps avec Bethesda et Bethesda voulait pas faire de jeu de rôle. Donc ils ont fait un jeu de figurines au début. Puis une fois qu'ils ont le jeu de figurines, il fait regarder, on a déjà la mécanique de jeu et tout. Pas grand chose. On va faire une extension, du jeu de figurines en jeu de rôle. Là, Bethesda dit bon, ok, c'est pas du jeu de rôle, c'est une extension du jeu de figues. Donc là, ils ont sorti une sorte de petit livret. Je crois que c'est un livre qui permet de faire du jeu de rôle avec les règles Wasteland. Ouais, c'est ça. Et après, ils essaient de négocier la licence suivante. Donc ils ont fait Dishonored avec Bethesda et ils voulaient faire un jeu de figurines aussi.
Et donc ils avaient le jeu de figurines aussi Skyrim, qui était déjà pour le coup lui c'est le premier qui est sorti, je crois. Et ils voulaient faire un jeu de figurines Dishonored. Et là, le créateur en fait de Dishonored dit le jeu de figurines, je m'en fous, moi je suis un rôliste. Et donc là, pour Bethesda, c'était fini, c'était obligé d'accepter le jeu de rôle. Et derrière, ils ont dit on a pu le faire pour Dishonored. Laissez-nous faire Fallout en jeu de rôle, parce qu'en fait c'est ça qui marche mieux que le jeu de figues est très bien, moi j'aime beaucoup, puis retrouver les petites figurines, les mécatrons et tout ça, ça donne envie de se faire. Ils avaient fait un super diorama avec un Red Rocket qui était génial. C'est en France en plus qu'il a fait. Je crois que c'est un mec du sud qui l'a fait pour Modifus. Donc voilà, la boucle est bouclée, effectivement, ils ont pu enfin faire le vrai jeu de rôle cette fois complet, motorisé par leur système maison, le 2D20. Et voilà, moi je suis super content parce que j'adore cet univers, franchement, il y a tous les petits perks, il y a tous les petits personnages, il y a le Pip-Boy qui est partout, enfin j'adore, je retrouve l'ambiance en fait qui me plaisait. J'étais moins fan des derniers jeux vidéo, la 76 m'avait pas convaincu en jeu ouvert, voilà. Les limitations en fait de stockage déjà, c'est surtout ça. Voilà. Moi c'est New Vegas, pour moi New Vegas, j'adore. On veut stuffer, on veut du matos dans nos coffres, on veut pas être limité à 300 kilos, je sais pas quoi, ça c'était relou. Là voilà, là on est bien, je suis content de retrouver les armes, les monstres, les factions comme j'aime bien, donc voilà, ça c'est la grosse actu et voilà, on leur propose. Et en fait, il y a des projets, il y a des scoops, il y a des petits scoops, Qu'est-ce qu'on aura qui va arriver par la suite en nouveauté on n'a pas grand chose de secret qui va arriver. Après on a des suites de gamme, on a Vaesen qui devrait pouvoir être proposé cet été, voilà, qui est magnifique comme jeu, sur une ambiance mythologie un peu nordique, etc. On a les sorties des gammes qui doivent arriver. Oui, parce que ce n'est pas qu'on en a parlé, on a parlé essentiellement de Fallout et d'Alien parce que c'est l'actu. Exactement. Mais Arkane Asylum a un catalogue assez étendu, vous pouvez aller sur internet, vous pouvez le lire en dessous, vous allez sur... là vous ne pouvez pas voir en direct, mais sinon sur la vidéo vous pouvez avoir toute l'adresse pour voir les produits Arkane. Il y a Vampire, il y a Culte par exemple. Exactement, il y a Dune. Il y a Dune Imperium. Dune, le jeu de rôle, on n'en a pas parlé parce qu'on parle beaucoup de Dune, le jeu de plateau Dune Imperial et tout, mais Dune a fait quand même son petit... disons, on en a parlé quand il est sorti et tout. Alors Dune, les retours de Dune, comment ça marche? Ça marche hyper bien en magasin. Franchement, on a été presque surpris du succès. On avait fait des petites collectors, tout est parti. Tout le monde voulait sa maison, soit les Harkonnen, soit les Corridors, soit les Atrides, leur bouquin de faction. Franchement, on a été très contents. On est où Dune Alors, on a le premier supplément qui est en cours de traduction, qui va être terminé là, qui devrait partir en presse dans pas longtemps, qui s'appelle Sable et Poussière, qui va donc développer Arrakis et la culture des Fremen et la civilisation sur place. Et Modifus a des grosses attentes. Donc ça va être une gamme du 2D20, voilà, avec des règles légèrement adaptées pour Dune, comme Fallout a des règles légèrement adaptées, notamment avec les perks, qui sont pas dans la mécanique de D20 mais qu'il fallait mettre. Voilà. Donc Dune, on va avoir un suivi de gamme assez soutenu. Je sais qu'ils ont prévu, en fonction de la disponibilité et de leur capacité d'écriture, mais il y aura un bouquin sur les Mantas, sur la Bene Gesserit, il y aura des ouvrages sur les planètes pour pouvoir aller à Gedi Prime, etc. Donc ça va être une belle gamme. La difficulté, c'est qu'en fait, comme c'est un jeu officiel, tout est validé par l'auteur. Et ce qu'on appelle le Herbert Estate, donc les ayants droit de Herbert, donc tout est validé. Et dans un jeu de rôle, on a toujours besoin d'explorer des endroits qui ne sont pas couverts dans les bouquins. Et donc il faut répondre à des questions auxquelles l'auteur ne s'est jamais posé. Et d'un seul coup, c'est plus compliqué. Quand on dit on veut faire un supplément sur la Bene Gesserit, il faut expliquer toute la formation d'une Bene Gesserit. Dans le bouquin, on sait qu'il y a une formation, qu'elle est longue, on sait qu'on leur apprend la discipline prana, le bindou, etc. Mais on n'en sait rien. On sait qu'elles doivent transformer l'eau de la vie, on sait qu'elles doivent faire des choses comme ça. Mais dans le roman, ça passe en fait. On dit juste, voilà, elles font ça, des trucs. Mais dans le jeu, il faut parce que si quelqu'un doit faire les étapes, il doit peut-être même faire jeter des dés pour savoir s'il réussit l'épreuve, etc. Et donc, il faut répondre à ces questions. Donc, ils ont un gros travail d'écriture en amont. Ils voient souvent l'officier Herbert pour pouvoir discuter avec lui, se poser et discuter de, voilà, on a besoin par exemple de faire un circuit de navigation spatiale. Voilà, ça c'est un vrai point concret. Herbert n'avait pas défini comment ça se passait. Mais les navigateurs de la guilde, ils partent pas sur commande. Il y a certainement une sorte de bus qui fait le tour, qui fait Gedi Prime, je vais pas après sur Corino, puis après je vais aller là, parce qu'il faut bien qu'ils aient un circuit organisé. Voilà, et puis pour les joueurs, c'est intéressant de dire, si vous voulez aller de telle planète à telle planète, vous prenez la ligne 114 et dans 4 jours vous arrivez, mais vous ferez une pause là et là. Et l'auteur avait dit non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il fait comment ça se passe? Il a dit je sais pas. Mais lui ça lui plaît pas.
Et en fait, ils s'étaient jamais posé la question et un peu devant le fait établi, le premier réflexe c'est de dire oh attendez. Et donc là, ils sont en train de se poser, de voir comment est-ce qu'on peut codifier en fait en système de règles quelque chose qui s'était jamais posé. Donc voilà, donc j'attends beaucoup parce que ça va être génial parce que tout est officiel, tout est validé par l'auteur, donc tout ce qui est dans le jeu est canon en fait. Donc on apprend même plus de choses et on découvre même plus de choses que dans les romans. Et le fait que tout soit validé, enfin voilà, moi j'attends le bouquin sur les mantas, comment on forme un manta, comment est-ce qu'on devient un ordinateur humain, comment est-ce qu'on... Enfin voilà, ça va être génial quoi. Je pense vraiment on va apprendre plein de choses. Donc voilà, c'est bien, même en termes de traduction, c'est hyper sexy parce que nous, on va être les premiers à traduire ces termes-là en français. Donc ça va devenir les termes canons. Si on trouve un terme officiel qui n'était pas dans les romans, c'est nous qui l'aurons. J'aurais mis ma petite pierre à l'édifice de Dune. Donc c'est sympa, ça vraiment, c'est assez exaltant comme. Style et tout. Ouais, exactement. Non, puis on travaille beaucoup avec eux, on leur fait des retours, même nous. C'est un univers qui est compliqué, donc des fois ils font des traductions. Et Sabine, par exemple, qui est une de nos traductrices, qui connaît très bien l'univers, elle va pointer les années de naissance, vérifier les planètes en disant attention, est-ce que vous êtes sûr que lui, c'est bien orthographié comme ça son prénom, parce que dans moi les sources que j'ai, lui c'est le petit-fils en fait, c'est pas le fils. Et voilà, ça dépend des sources parce qu'il y a très peu de sources, donc voilà, on essaie d'être précis et on essaie de faire un bon travail pour qu'en tout cas les fans ou même les puristes puissent se dire ok, on est clean dans cet univers. Moi, je dois avouer, il y a un truc que j'aime bien. Alors, ce que j'aime bien dans Alien, par exemple, c'est l'UR Zero Engine, j'adore ça. J'ai des petites difficultés avec le 2D20, que j'ai réussi à le domestiquer un petit peu. Mais le 2D20, je trouve que pour Fallout, par exemple, il colle. Je trouve qu'il n'y a pas trop de difficultés. Ouais. Mais par contre, je trouve qu'il est hyper déjà. D'une, c'est quand même riche. Ouais. Le 2D20, c'est riche. Et comment vous avez réussi à faire l'alchimie entre les deux pour pas que le jeu devienne trop... Alors, comment ils ont fait Pour moi, Dune, déjà ça se joue à deux niveaux. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dune, en fait, les joueurs au début vont créer une maison mineure et vont jouer les personnalités de cette maison mineure. Par exemple, l'héritier du trône de la maison mineure, son conseiller Manta, sa conseillère Bene Gesserit. Donc on joue des méta-personnages. Donc là... moi, j'encourage souvent à ce niveau de métaplay de faire peu de jets. Un Manta, pour savoir si quelqu'un mord, à moins que le mec en face, ça soit lui-même un Manta ou quelqu'un de très haut niveau, on les voit dans les bouquins. Éviter le jeu superflu. Voilà, Peter de Vries et les autres Mantas, c'est des monstres en fait. Ouais. Ils sont à un autre niveau de. Donc sur le métaplay, moi j'encourage plutôt des interactions quand on est dans les maisonnées, entre elles. Et le deuxième niveau de jeu, on va jouer à ce qu'on appelle les lieutenants, on va dire, les sidekicks, pour faire des missions locales. Donc si on décide de faire le maître assassin de la maison, c'est pas lui qui descend pour aller assassiner un mec, il envoie un de ses assassins. En plus, Modifus a eu l'idée de dire on vous recommande d'échanger. Si toi tu fais le Manta et que moi je fais le maître assassin, ton lieutenant, enfin ton sidekick, fais un de mes assassins et moi je ferai un de tes espions. Comme ça, on lie un peu mieux la maison et on se sent un peu plus soudés. Et là, on a des personnages qui sont plus humains et qui permettent d'avoir des interactions. Là, on peut faire du jet de dés parce qu'on est plus à un niveau. Ça reste des individus d'exception. On continue à le voir même dans le film. Voilà. Le niveau de violence des combattants, les Atreides qui sont réputés pour eux-mêmes être en train de mettre en place des nouveaux combattants d'un niveau de ouf. Les seuls qui arrivent à les vaincre, c'est les Sardaukar, donc balancer quelques jours, mais il est tout seul, les gens vont dire on va éviter de s'embrouiller avec eux. Après, ce qui est pas mal, c'est que le système de momentum et le système de donner des points au MJ pour aller pour récupérer des points d'action. Ça permet de monter le niveau d'agressivité ou le niveau de danger et ça se ressent dans les livres. On sent que même littéralement quand Paul décide de faire des choix, il a une vision presciente, c'est plus facile, mais il sait qu'il augmente le risque en face. Quand il décide de prendre le trône, il sait qu'en fait il se met à dos toutes les autres maisons, mais il sait qu'il le fait parce qu'il a les Fremen avec lui et donc de toute manière il va raser la galaxie et mettre son domaine dessus. Mais donc les joueurs avec ce système comme ils créent une maison noble, ils vont devoir apprendre à gérer ils peuvent s'embrouiller avec des Harkonnen, mais ils savent qu'ils vont prendre une inimitié, voire même une haine du clan, et donc est-ce qu'ils sont prêts à supporter ça, voilà. Et ça permet au MJ d'avoir des munitions en fait. Vous faites des actions risquées, très bien, moi je vais avoir des munitions derrière pour vous embêter avec autre chose. Vous avez embêté un partenaire commercial, effectivement des Harkonnen, les Harkonnen ils ont tendance à avoir la dent dure au niveau de la vengeance, ça va être plus compliqué sur vos prochains deals en fait, et les joueurs ils vont devoir anticiper ça, donc je trouve ça assez intéressant. La mécanique de D20, je sais qu'elle est moins
moins facile d'accès que le Year Zero Engine qui est très simple, des 6 réussites. C'est très simple, mais je trouve que c'est une mécanique qui se prête au jeu où on veut prendre des risques. Le 2D20, parce que prendre des risques, on va demander des dés. En gros, vous avez un pool de dés et vous pouvez prendre des dés en plus pour faire plus de réussites. Par contre, tous les dés que vous prenez en plus, vous donnez en gros des dés au meneur de jeu qui l'utilisera quand il en a envie. Exactement. Et donc, on a ce côté Gambit où on va prendre plus de risques, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, le MJ, on va lui donner des munitions. Et c'est un peu ce que je pense que ça s'adapte pas mal au côté affrontement de maisonnée où effectivement on peut prendre des risques, mais l'autre, on lui donne aussi un ascendant sur nous, parce qu'on peut-être, c'est le flanc des non défendus. Si on a un gros bouclier politique, on peut mettre un coup, mais on va se prêter le flanc à une attaque. Est-ce qu'on arrivera à le remettre et se protéger, ou est-ce qu'on vient de laisser une ouverture, une faille au clan adverse qui va s'engouffrer dedans? En fait, on découvre une autre facette de D20, parce que moi, le D20, quand j'imagine, c'est l'héroïsme. Pour moi, la prise de risque. Star Trek, par exemple, dans le jeu, ça marche bien. Ça marche super bien. Et j'avais, pour moi, l'univers de Dune, c'était un univers plus puissant, mais plus ramassé, tu vois. Et voilà, ça fait découvrir une autre façon de jouer de D20. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, que ça permet de voir, c'est comme ça qu'on voit une mécanique marche. C'est quand on est capable de faire Star Trek avec, où là le momentum marche hyper bien, on a envie de faire des actions héroïques, donc évidemment qu'on va se jeter dans le vide et qu'on va faire 50 mètres de chute avec un petit roulé-boulet à atterrir, et que les adversaires, d'un seul coup, ils sont 2 fois plus et ils spawnent comme ça. Mais ça marche, parce qu'on est déjà Star Trek, on est les gentils, on est les héros, et le but quand même, c'est de et le fait d'arriver sur Dune à faire plutôt de la gestion politique avec, et de voir que cette mécanique s'adapte encore, moi je trouve que ça marche. Comme le Year Zero Engine, sur Mutant il marchait très bien. Sur Tales, on s'est dit tiens, sur Tales from the Loop on arrive à faire du narratif avec, et un autre niveau de jeu moins violent, etc. Très bien, et là ils sortent Alien et on se dit c'est la même mécanique, et d'un seul coup on est dans des jeux hyper tendus. Pour Alien c'est parfait. Sur Alien le niveau de violence, le jeu il pardonne pas. Donc le fait d'avoir un système aussi un peu drastique, ça marche très très bien. Et c'est pas un jeu où on veut prendre des risques. Là en 2D20 par exemple, on ne prend pas de dés d'action à Alien, parce qu'on veut pas donner plus de dés à l'Alien, qui déjà on a beaucoup trop. Donc non, je trouve ça, c'est 2 mécaniques différentes, mais je trouve que c'est des moteurs qui commencent à bien tourner, qui commencent à être éprouvés. Il y a Conan aussi qui est motorisé en 2D20, donc on a de la fantasy épique, exactement, donc ça marche très bien. Changer les dés et tout, exactement. Mais voilà, c'est des mécaniques qui commencent à bien tourner, qui commencent à se faire une réputation, une base de gens qui les connaissent. Et c'est très bien, ça permet de rassurer aussi les gens quand on dit la mécanique c'est ça. Il y a une partie des joueurs qui savent, ok, je connais cette mécanique, donc je vois comment je vais pouvoir y jouer, quel est le niveau de difficulté, on va dire, je vais pouvoir mettre en place. Voilà. On a fait un petit peu le tour de ton actualité, je crois. Après, on reste, on va beaucoup travailler sur Vampire. On a aussi une petite. Fin d'année dernière, on a La Chute de Londres qui est sortie, une grosse campagne qui se passe à Londres sur la purge de la ville. Mais après, on a plein de gammes, et on essaie de suivre le rythme régulier. Avec toujours une cosmétique superbe, c'est toujours très beau. Les produits sont très beaux. On essaie de faire une belle qualité en tout cas. C'est des produits. On sait que le jeu de rôle est un produit assez cher, et donc on essaye quand même d'avoir toujours le petit marque-page en tissu. Les belles pages de garde en beau papier, etc., pour que les gens et un beau livre pour ceux qui jouent pas. Il y a quand même une grosse partie des rôlistes qui ont plus le temps, matériel de jouer, on a des enfants, la distance géographique, etc., et qui peuvent ne serait-ce que le lire. Par exemple, fan d'Alien, lire Colonial Marines, Marines coloniaux. On apprend plein de choses. Exactement, on va apprendre la gestion militaire intergalactique, les guerres de factions, l'historique même du corps des Marines. On apprend même la chronologie des films en fait, parce que le film, on a l'impression qu'ils se chevauchent, mais en fait c'est très clair là-dedans. Exactement. On comprend très bien. Et tout est en plus tout est officiel, donc on n'est pas dans le il n'y a pas de spéculation. Il y a le studio qui l'a validé, etc. Donc ça permet d'avoir aussi une grosse partie background. Dans Fallout, je crois qu'on a quand même 160 pages de background pur sur l'univers de Fallout pour les fans. Donc même sans jouer, on a quand même un plaisir de lecture, on va dire. Donc c'est bien d'avoir quand même des beaux livres. Donc, et c'est gentil de l'avoir remarqué en tout cas. C'est super. Écoute, Mathieu Saintou de Arcane Asylum. Vous êtes combien en fait? On n'a pas l'impression que vous êtes 40, vous êtes 40. Non, on n'est pas assez. Non, on est 4 personnes sur la structure, salariés. Donc c'est déjà bien. Il faut tenir 4 personnes. Moi je suis très content de pouvoir faire vivre des gens dans cette activité. Après on a quand même tout ce qui est traduction, relecture, c'est de l'indépendant. Des gens qui travaillent depuis chez eux. Et on va travailler avec une équipe d'une dizaine de personnes de manière assez étendue. On a les traducteurs avec qui vraiment ils font des gammes actives. On a Sandy Julien qui est sur les gammes Alien par exemple. On a l'éternel. On a des personnes dédiées en fait à certaines gammes. Et
Et voilà, après on orbite, on a des gens qu'on commence à faire rentrer, des gens qui commencent à se faire former. Et ben voilà, on va dire une petite dizaine de personnes à l'extérieur. Bah écoute, tu es super, hein. Voilà, bravo. Bah voilà, si vous avez aimé la présentation de Fallout, Alien, etc., n'hésitez pas, hein, vous pouvez les trouver un peu partout maintenant. Bon, pas les derniers parce qu'ils sont pas encore dispo, mais ça va tarder. Mais ça va pas tarder, exactement. Mais sinon, il y a plein de choses chez Arcane Asylum. Merci, à bientôt. À bientôt, merci à tous.